Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous. Nous sommes déjà vendredi 13 janvier. On dit que le 13 janvier, le 13 en général, le vendredi 13, c'est un jour particulier. Eh bien, si Zoni Vita a fait le 13, eh bien, songez que le 13, c'est un jour particulier, un jour magique. En tout cas, dans un instant, on va recevoir monsieur Hérol Nuissier. Hérol Nuissier, c'est un psychologue, mais qui s'occupe beaucoup de ce qui se passe en Guadeloupe. Il est psychologue clinicien, il est maître de conférences, il est associé à l'Université des Antilles, il est aussi expert judiciaire et formateur. Il a déjà écrit plusieurs livres sur la violence, sur la mentalité des Guadeloupéens. C'est un spécialiste du FONQ. Et il a sorti un ouvrage qui s'appelle Le cyclisme, miroir et espoir des sociétés des Antilles. Il sera avec nous tout à l'heure. On va en parler. Un peu plus tard, on reviendra sur la chronique habituelle du vendredi avec Marilène Ferdi, qui reçoit aujourd'hui un grand musicien, peut-être l'un de nos plus grands musiciens, Jean-Michel Lesdel. Pianiste classique, lyrique, etc. Hier, on parlait de lui justement avec Madame Sarmanson. Il sera avec nous dans la chronique ICC News. Et puis, on va terminer avec Jean-Michel Martial. Lui, il est gérant de l'entreprise Arobase Consulting. On fera un petit point avec lui. Voilà un petit peu la liste de nos invités. Sinon, pour l'actualité, on va commencer tout à l'heure avec la visite du président national des CECAS. On fait un bilan de ces visites. C'est Olivier Félix qui s'en est chargé. Le président de l'UNCAS a fait un petit peu le tour de la Guadeloupe des CECAS. Et puis plus tard, signature de la convention entre la SEM patrimoniale et le PF. Charlie Dagonia était sur place, on va en parler. Et on va terminer avec la conférence de presse du tournoi ITFF de Petit-Bourg. Voilà ce qui fait le sommaire de ce ZCL News. Nous sommes en direct, bien sûr, de Canal 10, aussi sur nos radios partenaires avec RHT et C10FM. On commence tout de suite par le bilan de la visite du président national français du CECAS. C'était à Bastère. Avec Olivier Félix, on regarde. Une belle réunion, l'ensemble des CCAS de la Guadeloupe et surtout du Sud-Bastère étaient présents, en présence de Carvounas, M. Carvounas, qui est quelqu'un de très important. C'est presque on va dire une visite presque ministérielle, enfin, très importante. On l'a vu pendant le Covid, on a vu pendant Fiona le rôle fondamental des CCAS. Ce sont des structures qui sont à proximité, qui sont proches de la population et qui font un travail extraordinaire. Et faire cet échange d'expérience, parce qu'on apprend du national, mais le national apprend. Et il l'a très bien dit, le président Carvounas, il a appris des choses aussi ici en Guadeloupe, parce qu'on a aussi des spécificités. Il y a eu Fiona, il y a des particularités en Guadeloupe, dans la Caraïbe. Donc cet échange a été très fructueux et bien sûr, ce n'est qu'une première étape parce que le contact continue, notamment dans le domaine de la formation pour tous nos agents du CCAS. Nous sommes sous l'équité, mais c'est vrai que là où les problématiques sont plus prégnantes, nous allons prendre certainement plus de temps pour pouvoir accompagner ces CCAS. C'est le rôle de l'union départementale, c'est le rôle du conseil d'administration. Donc nous sommes au travail aujourd'hui plus que jamais. J'ai décidé de mettre en place un réseau caraïbéen qui va permettre à la Guadeloupe de dialoguer par exemple avec la Martinique plus facilement, avec la Réunion. Et d'ailleurs, c'est à la Réunion que nous ferons notre congrès national des Outre-mer mi-novembre chez Erika Barrette, qui est la première vice-présidente de l'UNCAS. Et moi, je veux remercier et profiter de votre antenne pour dire merci à Eliane Guillougou, élue départementale des Abîmes et qui est la présidente de l'Union départementale et qui a permis en 3 jours de rencontrer finalement toutes les autorités partenariales, que ce soit la CAF, le préfet ce matin, le président de département, le président de région, leurs élus, beaucoup de maires, enfin tout ce qui fait sens dans le réseau national. Et nous allons continuer cela. En tous les cas, moi j'avais dit le 11 décembre 2020 que les Outre-mer seraient ma priorité et c'est ce que nous sommes en train de faire. En tous les cas, la force de l'Union nationale, c'est de pouvoir faire ce que nous venons de faire pendant 3 jours. Et comme je l'ai dit, c'est pas one shot. On va revenir, on va monter des coopérations. Lundi matin plutôt, de mémoire, la CAF a topé dans la main avec la présidente de l'Union départementale pour une convention partenariale. Voilà comment je conçois le travail de l'Union nationale quand elle se déplace. On va continuer à développer l'actualité avec la signature d'une convention entre la SEM patrimoniale et l'EPF. C'était Charlie Dagonia qui était sur place. On regarde ce reportage et on revient tout à l'heure avec la chronique de Madame Marilène Ferdi, en attendant que Monsieur Hérol Nuissier soit avec nous. À tout de suite.
Nos deux entités ont approuvé de chacun de leur côté, avec le conseil d'administration propre à chacun, je dirais, ont approuvé cette démarche parce que c'est une démarche qui s'inscrit à la fois dans le développement économique et à la fois dans la préservation du patrimoine des centres-villes et des centres-bourgs. Donc c'est un partenariat qui va se nouer avec bien évidemment le concours des communes, puisque l'EPF représente les communes de par le foncier qu'il acquiert pour le compte des communes. Donc on peut dire qu'aujourd'hui cette signature va dans le bon sens et allie à la fois l'intérêt général qu'on défend, mais aussi l'intérêt, je dirais, du secteur marchand, puisque toutes ces opérations ont vocation à rentrer dans le champ économique. En fait, c'est de trouver une destination aux biens qui seront acquis par le PF. C'est vrai que nous, on sait faire, on a développé un savoir-faire en matière d'acquisition du foncier et des immeubles dans les centres anciens. Donc l'idée, c'est d'acquérir ces belles bâtisses qui ont une valeur patrimoniale et de pouvoir leur donner une seconde vie. Et pour nous, l'association EPF SEM Patrimonial permet justement d'aller au bout du processus, c'est-à-dire d'acquérir, certes, mais ensuite de donner une seconde vie et de trouver un exploitant pour les activités qui vont y être développées. Cette opération sera portée essentiellement par des fonds privés, effectivement, puisque la réhabilitation qui va se faire sur ces bâtiments ou sur le foncier qui verra de la reconstruction se fera au travers de prêts bancaires, puisque les opérateurs qui seront dans ces bâtiments, ce sont des entreprises qui seront dans ces bâtiments. Donc évidemment, alors rien ne nous interdit d'aller peut-être regarder des programmes de réhabilitation, peut-être nous aider au travers de quelques subventions, c'est vrai, mais l'essentiel de cette opération est porté par des fonds privés. Ce sont des opérations qui étaient déjà en attente, donc on s'est dit allons-y, puisqu'on pouvait les démarrer très rapidement. Moi, je crois beaucoup aux vertus de l'expérimentation. Je pense qu'une fois qu'on a décidé de faire quelque chose, il faut y aller tout de suite. Là, on avait vraiment la capacité de démarrer sans tarder ces 4 opérations, donc on s'est dit on y va pour 2023. Voilà, bien c'est déjà l'heure de retrouver cette chronique ICC News comme tous les vendredis. C'est parti. La chronique Culture et Cinéma News, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL. Voilà, ben c'est parti pour ce ICC News. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Danick. Et qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler de la musique. Pas que, mais de la musique. Ah, méga musique. La musique, on va parler de musique, on va parler d'école de musique, on va parler d'enseignement musical. On parlera aussi de concerts et on sera à mi-chemin entre la musique sacrée, la musique classique et la musique afro-caribéenne, jazz. Voilà. Donc c'est un univers, c'est quelqu'un qui a un univers très particulier et pas que, avec un look tout aussi particulier que son univers. Je pense que tout le monde a déjà une idée précise du profil de cette personne. Voilà. Vous voyez ? J'essaie de deviner, mais j'ai trouvé. Avec le look, l'écharpe, toujours une écharpe. Oui. Ça vous dit rien ? Musique sacrée, musique classique, afro-caribéenne, jazz et puis une écharpe. Ça vous dit rien ? Oui, ça doit être JM. Rézé, du rézé. Oui, du rézé quand même. Oui, d'accord. Église, cathédrale. Oui. Voilà. D'accord. Alors c'est qui ? Trouvé. C'est qui ? Lesdel. Jean-Michel Lesdel. Notre star du piano. Notre star du piano et de l'orgue. Aussi. Alors on continue ? Ah ben oui, alors on va le présenter. On va le présenter. Alors Jean-Michel Lesdel, comme je le disais, il est natif du Rézé, c'est important parce que beaucoup de gens ont eu la chance de pouvoir. Il a été organiste à l'église du Rézé et on a eu l'occasion. Moi, quand j'allais à l'église, parce que je suis un petit peu plus vieille que lui, j'ai eu l'occasion de voir ce petit jeune homme-là jouer de l'orgue. D'accord. Il a commencé à l'âge de 7 ans, comme beaucoup de jeunes de son époque, et tout de suite, il a montré des facilités pour tout ce qui est mécanisme pianistique. Ensuite, il a poursuivi son éducation musicale au piano, il faut préciser, à l'espace Robert Mavunzi.
Une fois que sa scolarité s'est terminée, donc son bac en poche, il est parti comme tous les jeunes en France et il a intégré le Conservatoire national de la ville d'Orléans. Et donc pour étudier la musique sacrée, je crois, donc c'est la musique de chambre et d'écriture. Voilà, ça c'est important. Alors, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il fait? Alors, on va dire déjà il dirige une école de musique, une célèbre école de musique située au Lamentin depuis plus d'une dizaine d'années. Il est diplômé d'État en tant que professeur de musique, donc il enseigne la musique. Mais c'est aussi quelqu'un qui a eu énormément de récompenses dans toute sa carrière. Alors, on va commencer. Donc, il est en 1992, il reçoit le premier prix de la classe de François-Henri Houbard. Alors, qui est François-Henri Houbard? C'est un célèbre organiste. Donc, il est l'organiste de la cathédrale, donc de l'église de la Madeleine. Alors, entre-temps aussi, il a appris le clavecin. Ouais, c'est pas commun, mais il a appris le clavecin. Il faut remonter au XVIIIe siècle. Il a appris le clavecin. Ben oui, il a vraiment une formation de musique classique. N'oublions pas que son apprentissage s'est fait il y a 30 ans. Voilà. Et après... il a commencé à recevoir un certain nombre de distinctions. Déjà, il a eu une première distinction du Conseil général en sa qualité de pianiste. Ensuite, il a enchaîné en 2000. Alors ça, c'était le prix du Conseil général. En 2009, il est décoré de la Palme d'encouragement du public. Et on peut dire au fil du temps, il a acquis une solide expérience à plusieurs niveaux. Déjà en tant que compositeur, en tant qu'accompagnateur, en tant que soliste, mais aussi en tant que directeur de chœur. Voilà. Mais il ne fait pas que du classique et du sacré. Il ne fait pas que du classique et du sacré, même si c'est sa formation de base, mais c'est aussi, il est guadeloupéen, donc il a nos rythmes qui coulent aussi dans ses veines, donc il est aussi imprégné de cette musique afro-caribéenne. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'époque de Dissonance, mais il a fait partie de J'ai même vu Dissonance avec lui d'ailleurs une fois. Et voilà, donc il a commencé déjà avec Dissonance et bien d'autres. Et puis on le voit tout récemment avec un groupe très connu, le groupe Tempo, donc avec Jérôme Castries, et il a un trio qu'il affectionne et qui joue, il joue régulièrement, il y a encore pas longtemps, mais c'est les frères Castries, donc le petit cadet Jérôme à la batterie, l'aîné Stéphane à la basse et lui au piano. Oui. Mais c'est aussi quelqu'un qui a un ancrage caribéen, et il y a une île qu'il affectionne particulièrement. Il aurait aimé y aller plus souvent, mais malheureusement, c'est pas toujours possible, c'est Cuba. Ah. Et oui, et Cuba lui le rend bien, puisqu'il a eu l'occasion d'avoir une invitation de Cuba pour pouvoir animer un masterclass. Alors quand même, c'est un honneur, comme tout le monde connaît, le niveau de la culture musicale de ce pays, la professionnalisation. Hors pair, on l'a quand même appelé. Et donc il a eu l'occasion de faire venir des musiciens de Cuba. Et donc, pour lui, c'est important de pouvoir garder cet ancrage avec la Caraïbe. Alors, on recommence ensuite avec ses récompenses. En 2015, il reçoit l'Éloi d'Or. C'est un prix qui est décerné par le Conseil régional. Un an plus tard, en 2016, il reçoit la Palme vermeille de l'encouragement du public. En 2018, là, il revient à ses classiques, puisque c'est quand même sa base. Et là, il devient l'organiste titulaire des ordres de la cathédrale de Basse-Terre. Voilà. Alors, c'est quand même pas mal, hein? Ah non, c'est même plus que pas mal. C'est très, très, très brillant, tout ça. Voilà, donc je crois qu'on va l'accueillir. Hein. Donc, bonjour Jean-Michel Lesdel. Bonjour Marie-Léine, bonjour Danick. Alors, moi j'ai une première question, parce qu'on reste toujours sur... Il faut savoir que c'est une chronique qui s'adresse à des jeunes, des moins jeunes, des gens qui souhaitent se lancer dans le métier. Moi j'ai une question. Est-ce qu'il faut un parcours comme celui-là pour devenir musicien? Qu'est-ce qu'il y a comme débouché comme musicien? Est-ce que c'est forcément le Conservatoire national? Alors déjà aussi, je m'adresse aux auditeurs de Canal 10. Bonjour à eux. Il n'y a aucun destin qui est forcément similaire. C'est-à-dire que, en fonction de ses prédilections pour la musique, on dessine son destin. On dessine sa carrière. Laquelle, au départ, c'est est-ce que on veut être un musicien professionnel qui ne parcourt que des scènes, et à ce moment-là, le choix est fait d'être un musicien professionnel, donc on devient un intermittent du spectacle. Soit on se rapproche de la pédagogie, et à ce moment-là, on fait une carrière de professorat
et on se met dans un parcours, dans un cursus purement universitaire et de conservatoire. Et on peut, à un certain moment, décider de concilier les deux. Et ça demande énormément de rigueur, de volonté, parce que c'est très, très, très difficile de pouvoir mener une carrière professorale et une carrière artistique. Alors, il n'y a que ça comme débouché dans la musique, à savoir soit on devient professeur, soit on devient intermittent, ou il existe encore d'autres types de professions qu'on peut exercer. Il y a plein de métiers autour de la musique. On peut être ingénieur du son, on peut être musicien de studio, on peut être professeur aussi dans ce milieu-là, au niveau parce que c'est un peu lié à l'audiovisuel. Donc à toutes les techniques d'ingénierie, de mix, de mastering, aussi de régisseur de scène, etc. Les métiers de la musique sont très multiples, très, très, très multiples. Et aujourd'hui, je pense que la carrière de beaucoup de musiciens prouve qu'on peut réussir dans plusieurs domaines, dans plusieurs de ces domaines-là, et on peut vraiment s'orienter vers une professionnalisation de son art. Alors moi j'ai une autre question. Est-ce que la particularité que tu l'as dit, hein, en même temps tu enseignes, professeur de musique, donc dans ton école de musique à la ville du Lamentin. Alors juste une petite modification, rectification. Lamentin, c'est depuis 23 ans que je dirige cette école. Ah, je dis plus de 10 ans, donc il faut doubler. Il faut rajouter presque d'un quart de siècle, et c'est vraiment une école que j'ai vue, où j'ai vu émerger beaucoup de talents guadeloupéens ou autres, hein, et qui est vraiment, on va dire, un outil solide de formation pour la Guadeloupe. Ben c'est ce que j'allais en venir. Alors, on connaît tous la filière du lycée de Carnot, qui est une filière qui se destine à des jeunes qui veulent aller vers le conservatoire ou d'autres écoles. Mais moi, je voulais en venir à cette filière des écoles de musique. Est-ce que les écoles de musique sont aussi un levier pour des jeunes qui veulent se professionnaliser? Tout à fait. J'ai envie de dire de plus en plus, à travers les années, les exigences aussi des recrutements des professeurs font que nous sommes obligés de consolider et d'être des ponts justement pour des filières comme celle de Carnot, parce que on va dire que sur un plan théorique à Carnot, ils vont travailler théorique et pratique, ils vont travailler un certain nombre de choses qui forcément ont besoin de se compléter en école de musique, par rapport au fait que dans une école de musique, le professeur il est consacré qu'à vous. Tandis que dans une classe, on avait plusieurs élèves, on travaille sur des projets, on travaille sur des choses très structurées, mais on a la chance de pouvoir les parfaire en école de musique avec un professeur particulier qui va vraiment suivre une œuvre, un travail individuel, complètement individuel de l'artiste. Et ça, les ponts se créent et sont obligés maintenant de se consolider. Donc, de plus en plus, on s'oriente vers des écoles qui se consolident parce que de plus en plus de musiciens reviennent avec des diplômes. Et c'est ce dont a besoin la Guadeloupe pour que, éventuellement, que demain, on pourrait commencer à réfléchir à un conservatoire. Alors, on en vient à ce fameux conservatoire. Est-ce que c'est une obligation? C'est qu'il y a déjà, avant d'arriver à la possibilité ou non de conservatoire en Guadeloupe, le besoin, est-ce que tu peux... Alors, je sais qu'il existe différents types de conservatoires. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend parler de conservatoire en Guadeloupe depuis, plus d'une trentaine d'années. Il est sûr qu'aujourd'hui, un conservatoire en Guadeloupe, comme le cahier des charges le prévoit, pour l'instant, pour moi, ce n'est pas réalisable. C'est tout simplement la réalité du terrain qui fait que ce n'est pas réalisable, parce qu'il y a un cahier des charges très très lourd et qui fait qu'il faudrait faire venir au moins, dans ce cas, entre 50 voire 60% du personnel pour faire fonctionner cette institution. Parce qu'un conservatoire, c'est une institution. Et c'est une institution, on va dire, d'État. Donc, à l'heure où on parle, là aujourd'hui, pour moi, à 60%, ce serait une utopie. Mais il y a vraiment des terrains de réflexion pour moi
qui pourrait définir vraiment la création de conservatoires dans la mesure où, à ce moment-là, spécifiquement parlant, nous pourrions l'orienter vers la Caraïbe. Parce que ça veut dire, Jean-Michel, qu'il n'y a pas suffisamment d'encadrement pour guadeloupéens pour un conservatoire? Aujourd'hui, l'encadrement d'un conservatoire, c'est des professeurs soit diplômés d'État, soit titulaires d'un CA, au minimum. D'accord? Donc, ce qui n'est pas, on va dire, la réalité véritable du terrain. Il y a de plus en plus aujourd'hui des professeurs qui s'orientent vers le professorat structurant, à savoir ont passé un diplôme d'État, ont cette reconnaissance, qui demain, dans cette institution d'État qu'est le conservatoire, auront cette légitimité de pouvoir y enseigner. Alors, y compris, bon, ça on l'a pas dit, hein, puisqu'il y a ce qu'on appelle le conservatoire municipal, mais je pense que quand on parle de professionnalisation, on est plus sur un conservatoire régional. Donc le cahier des charges, il est assez, comme tu dis, c'est précis. Il est précis. Et tu nous expliquais aussi que il faut avoir un volume de professeurs, mais une variété aussi, parce que c'est là peut-être que c'est là que le problème se pose. C'est sous cette variété dans plusieurs corps, parce que est-ce que tu peux nous dire comment est composé ce professorat de conservatoire régional type? Alors, un conservatoire déjà est divisé en départements. On a les musiques, on a les musiques classiques, on a les musiques populaires, et on a un département de création qui tourne et qui va jusqu'aux musiques urbaines. Donc déjà, c'est très vaste. On parle plus de classe, on va carrément parler de départements. Qui sont encadrés par des collèges de professeurs dans chaque catégorie citée. Bon, il faut savoir qu'il y a des conservatoires aussi qui ne sont pas simplement orientés vers la musique. Ils font musique, danse et théâtre. Les 3/4 de conservatoires nationaux sont orientés vers ces 3 disciplines. Donc c'est des institutions qui sont très vastes parce que certains conservatoires peuvent aller jusqu'à 2000 élèves. 2000 élèves pour à peu près 250-300 professeurs. Donc c'est du très lourd. C'est du très lourd. C'est du très très lourd en investissement, en humain et matériel. Humain et matériel, en fonctionnement aussi. Parce que ça sous-tend, d'où l'orientation d'une institution d'État. Puisqu'il y a vraiment un personnel et il y a une masse salariale, il y a vraiment toute une gestion autour de ce conservatoire qui est vraiment énorme. Voilà. Donc sur une île comme la nôtre, qui est une région monodépartementale, ce qui n'est pas le cas des autres régions de France, ça va être un peu compliqué, un conservatoire régional. Mais ce n'est pas une utopie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de terrain de réflexion. Moi, il y a un certain nombre d'années, puisque moi, au bout de 30 ans d'enseignement, j'ai analysé ce qui se passe dans le pays, dans tout notre département. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des pistes de réflexion qui peuvent nous mener à quelque chose très proche de la Caraïbe. Les îles de la Caraïbe, comme Cuba, parce que j'ai eu l'occasion aussi de visiter des conservatoires à Cuba, à Saint-Domingue et tout, ils sont dans une réalité qui est très loin plus avancée que la nôtre. Pourtant, on n'a pas les mêmes capacités économiques, on le sait bien. Mais moi, à Saint-Domingue, j'ai vu une école nationale et un conservatoire national. Et qui produit des artistes de qualité. Produit les artistes de haut niveau. L'école nationale, par exemple, de Saint-Domingue, c'est 1200 élèves. Après, il faut le vivier. Donc, il y a toute une politique culturelle à mettre en place en amont qui orienterait, on va dire, le vivier vers cette institution que serait le conservatoire. Mais ce conservatoire qu'on peut vraiment construire sur une philosophie caribéenne, complètement. Alors, là, on a beaucoup parlé de la pédagogie. Voilà. Moi, j'aimerais qu'on revienne à quelque chose de plus léger, puisque je sais que tu as déjà fait un album. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu comment c'est fait? Puisque je ne sais pas comment tu trouves le temps de pouvoir faire des albums. Alors, quand on est comme toi, un musicien de formation classique, alors il a fait la musique de chambre et le clavecin quand même, comment ça se passe quand on sort un album classique et en même temps cette influence afro-caribéenne? Comment ça se passe? Moi, quand je compose en tant que Caribéen, mais Caribéen qui a cette chance d'être ouvert sur le monde.
parce que déjà géographiquement parlant, d'où on est placé, on a cette vision, que ce soit sur l'Afrique, que ce soit sur l'Europe ou sur le continent américain. Moi, je compose avec cette pluralité, on va dire, de musicale, puisque moi, je me sens, en tant que Caribéen, un habitant du monde. Je ne me définis pas à être guadeloupéen ou à être caribéen. Je suis autant attiré par la culture japonaise que la culture africaine, etc. Donc, pour moi, c'est un mélange. C'est un mélange c'est comme le cuisinier qui veut tester une nouvelle recette et qui va apporter des ingrédients de plusieurs régions. Donc moi, j'essaye de ne pas reproduire ce qui a déjà été fait. C'est pour ça que je prends au moins 3 ans pour faire un album. Parce que c'est pas, comme on dit chez nous en créole, c'est pas vite collé pressé que je colle les idées. Je peux passer 3-4 mois sur un seul morceau pour 7 minutes de musique. Donc se dire non, mais finalement, etc., etc. Et puis on fait des rencontres quand on est musicien. On rencontre beaucoup de musiciens, donc on est inspiré par le jeu de celui-là ou etc. Ce qui nous développe une idée, qui nous développe une orientation. Et puis voilà. Juste 2 petits mots quand même sur Tempo Zouk. Comment tu es entré dans ce groupe? Alors, il y a des gens qui disent que Tempo Zouk, c'est le Kassav des années à venir. Ben on l'espère, en tout cas, c'est tout le mal qu'on nous souhaite nous-mêmes. Mais il faut savoir que quand Jérôme, moi en tout cas, m'a parlé de Tempo, c'était déjà même 2 ans avant le début du groupe. Et je lui dis, ouais, mais Jérôme, j'ai pas une pratique assidue, moi, du zouk. Je suis dans un milieu qui est très particulier. Il m'a dit non. Et puis, une confiance s'est mise en place. Et puis, moi, au fur et à mesure, je suis rentré dans cette philosophie parce que nous avions décidé de faire cette aventure, mais en y apportant, nous, notre touche particulière. Et c'est là que, dans Tempo, là où je m'éclate, c'est qu'on part sur des arrangements, enfin, on fait vraiment de la musique. Et on prend le temps de mettre, on va dire, en contrebalance certaines idées, qui fait que, bon, ça s'appellerait un peu mieux, ça s'appellerait un peu plus ou pas, ou etc., etc. Donc, c'est une aventure qui est totalement riche, et on espère que c'est pas la prétention. Moi, je pense pas que dans Tempo, qu'il y ait qui que ce soit qui ait la prétention de remplacer un groupe aussi mythique et aussi fort. Mais quand je dis fort, c'est avec un grand F, parce qu'il a vraiment été l'ambassadeur de la Guadeloupe sur la planète. Et aujourd'hui, Kassav, d'ailleurs, c'est une... Moi, je suis très heureux d'avoir pu, dans ce groupe, avoir eu à recevoir individuellement les artistes chanteurs de ce groupe ont été Jacob, que sont Jocelyne ou Jean-Philippe Martelly. Donc on a vraiment eu ce partage, donc cette co-construction, on va dire, qui nous permet nous-mêmes de tirer on va dire toutes les conséquences de ce statut. Donc à suivre. Alors moi je vais juste me faire l'avocat du diable, hein, voilà, parce qu'on dit aussi, un reproche qu'il fait à Tempo, c'est vrai qu'ils ont apporté le live, ça nous manquait, mais on dit qu'ils ne créent pas. C'est un peu dommage. C'est pas, il crée pas. À l'instar de Kassav, parce que tu as comparé à Kassav. Et c'est là que ça m'a été appelé. À l'instar de Kassav, il ne crée pas. Alors je t'écoute. Je vais tout de suite t'arrêter. Tempo, le 2 juillet, a sorti son premier album, justement, qui est un album de 13 compositions. Donc ceux qui disent ça n'ont malheureusement pas pris le temps d'aller vérifier sur les plateformes. Mais je vous invite d'ailleurs à aller voir sur les plateformes de téléchargement. Vous verrez, on a sorti un album que de compositions. D'accord. La chance de Tempo, c'est que nous sommes 5 musiciens, mais 5 musiciens, une chanteuse, et chacun est compositeur. De la chanteuse jusqu'au batteur. Au batteur, en passant par le bassiste, le guitariste, le pianiste, le percussionniste, tout le monde compose dans ce groupe. Donc, je vous invite à aller sur les plateformes. Il y a Tempo Zouk et Tempo Jazz. Alors,
C'est le tempo classique live. Il y a même plusieurs concepts. Il y a tempo classique live. Aussi. Il y a tempo jazz créole, il y a urban tempo, il y a tempo, c'est plusieurs concepts. Mais tempo n'est pas un backing band. Et ça, c'est très important. Nous ne sommes pas un groupe qui accompagnons des artistes. Mais dans nos concerts, nous invitons des artistes. C'est là toute la différence. Voilà. Alors, on va finir. Alors, il faut savoir aussi que Jean-Michel, il ne l'a pas dit. Donc, il a un album en préparation. Alors, je ne sais pas c'est le combien. Individuellement, ce sera le deuxième. Voilà. Sinon, il y a beaucoup d'albums auxquels j'ai participé. Mais celui-là, c'est ton album. Comme est sorti Vision 1, Vision 2 et en composition. On l'attend. Voilà. Alors sinon, on va revenir, nous, à Parcoursup. Il faut savoir que Parcoursup, la plateforme, elle a ouvert ses portes le 20 décembre. Donc, on est sur une plateforme web et ça se termine le 9 mars. Alors, on va faire un focus sur une formation rapidement. Donc, c'est le BUT. Avant, on disait DUT. Donc, à présent, on parle de BUT, Bachelor universitaire et technologique, puisqu'on est sous la voie générale et technologique. C'est en 3 ans. Donc, c'est le BUT MMI. Donc, c'est le BUT des métiers, du multimédia et de l'information. Ça se destine à... Alors, on le fait à l'UT de la Guadeloupe, situé au Camp Jacob. Donc, cette formation en 3 ans, qu'est-ce qu'on y apprend concrètement, qui est en lien avec notre filière? On y apprend la photographie, l'infographie, mais aussi la réalisation, donc montage, cadrage et autres, et l'écriture de scénarios. Par qui anime cet atelier? Enfin, c'est pas un atelier, c'est cours d'écriture, mais ce n'est autre que Guillaume Robillard, le docteur en cinéma. Et donc, c'est quand même intéressant. Moi, je trouve que c'est une formation de base intéressante, qui est différente de celle du BTS, qui est plus une voie professionnelle et qui après permet à des étudiants qui veulent s'orienter vers le journalisme web et de pouvoir le faire, d'intégrer, de poursuivre les études vers le journalisme web, ou d'autres, mais aussi même sous la filière des films d'animation et jeux vidéo, parce qu'on leur apprend aussi tout ce qui est animation 2D, 3D. Donc pour une formation de base, c'est quand même intéressant. Voilà. Le BUT MMI. Un contact, vous allez sur le portail du campus, rubrique formation, donc c'est le portail, c'est Campus Audiovisuel Cinéma Guadeloupe, rubrique formation, et vous trouvez tous les éléments concernant ce BUT, ou encore sous le portail de l'Université des Antilles, vous tapez IUT de la Guadeloupe, vous trouverez ce BUT MMI. Merci. C'était un CC News vraiment spécial parce que ça valait le déplacement de te faire venir ici. Merci. Et que ce soit plus long que d'habitude, mais c'était normal. Parce qu'il faut ça aussi. C'est très gentil. De l'avoir invité. Merci beaucoup. Voilà, c'est fini avec Jean-Michel Lesdel. Dans un instant, on va recevoir Erol Huissier. Je vous l'ai dit, pour cet ouvrage qu'il faut lire, Le cyclisme miroir et espoir des sociétés aux Antilles et en Guyane. C'est là tout de suite après la pause, on se retrouve. Voilà, il est exactement 13h11 dans les ZCL News. Je vous l'avais dit, nous allons recevoir l'auteur de cet ouvrage, Le cyclisme miroir et espoir des sociétés aux Antilles Guyane. Il est avec nous, Erol Huissier, il est psychologue. Je rappelle qu'il a fait en 2013 Psychologie des sociétés créoles, les violences dans les sociétés créoles et la psychologie des comportements sexuels aux Antilles. Donc, il a l'habitude d'analyser notre j'ai envie de dire, notre psyché. Alors, Erol Huissier, première question. Pourquoi un ouvrage, un psychologue comme vous, un ouvrage sur le cyclisme? Alors, pourquoi un ouvrage sur le cyclisme? Parce que je suis moi-même amateur de cyclisme, donc je suis en semaine et le dimanche. Et je me suis aperçu, parce que étant aussi psychologue, qu'on pouvait analyser les relations sociales. Je commençais par observer ce qui se passait avec les gens quand je faisais du vélo. La première chose, au début, vous savez, quand vous faites du vélo, vous n'êtes pas quelqu'un à l'aise, quelqu'un fort, je tombais en panne, spontanément, les gens s'arrêtaient. Oui. Voir des gens réparaient ma route ou une voiture. Ouais. Alors que vous tombez en panne en voiture, ça n'arrive jamais. Vous allez sur une voiture. Vous regardez, vous faire vélo, c'est tout. D'accord. Ouais. Deuxième chose, quand on avait ce qu'on appelle un coup de fringale, donc au coup bas, le bord du chemin, les gens s'arrêtent. Mais à côté de la première maison, vous êtes arrêté, on vient vous voir, on vous donne de l'eau, on vous donne à manger, pour un peu quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement notre société fonctionne bien de manière solidaire. Simplement, il faut la questionner autrement. Ça veut dire que l'image qu'on a du cycliste n'est pas l'image du cycliste lambda. Autrement dit, la solidarité, il faut la questionner autrement. Donc, j'ai voulu re-questionner notre société à partir de la pratique sportive
en constatant finalement que le comportement humain était présent et qu'on pouvait prendre ce biais-là. Et puis aussi parce que vous savez, je fais partie de ceux qui luttent contre l'idée qu'on affiche que les Guadeloupéens, pour ne pas dire les nègres, ne seraient que des sportifs. Mais je crois que justement, même quand on est sportif, entre guillemets, on peut questionner la société. Et je pense que ce qui est important, c'est que justement, utilisons le sport autrement, non pas comme étant, je dirais, une manière de se défouler, une manière d'avoir des titres, mais comme une manière de repenser la société, parce que les valeurs du sport sont en réalité ancrées dans notre société. Oui. D'ailleurs, vous le dites très bien, l'intérêt de questionner les conduites sociales et les interactions humaines à travers la pratique du cyclisme, c'est de proposer une méthode qui va nous permettre d'approcher de façon plus rapide et plus juste nos sociétés et surtout de remettre en question des croyances. C'est ça, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de croyances. Souvent, on a le sentiment que notre société dysfonctionne. On dit oui, vous savez, c'est pas comme avant, il y a 50 ans, 60 ans, on était aussi, on était ça. Non, en réalité, ça n'a pas disparu, simplement c'est en sommeil. Oui. Et la solidarité dont je parlais tout à l'heure, pourquoi elle existe? Et parce que l'image du cycliste, c'est quelqu'un qui est solitaire, quelqu'un qui fait un effort, quelqu'un qui est toujours dans la constance et toujours dans l'exigence. C'est-à-dire ceux qui finalement rappellent un peu le héros, que tout être humain, quel que soit le lieu où il vit sur Terre, va avoir envie de ressembler à cette personne. Et par conséquent, on est solidaire avec des gens qui sont capables d'être des héros, pas des gens qui sont au-dessus de nous. On sait bien aussi, je l'ai vu dans les autres ouvrages que vous avez eu le plaisir et le bonheur, donc, pour moi en tout cas, donc, de citer, où j'ai analysé par exemple la question du racisme. On se rend bien compte que le racisme, c'est d'abord une situation où on estime que ceux qui sont en dessous de nous ne peuvent que nous faire descendre, donc on ne peut pas être solidaire de cela. C'est pour ça que cette notion de solidarité, il faut qu'on la repense non pas comme étant vers les plus faibles, mais comme étant celles et ceux à qui on veut ressembler, et celles et ceux qui vont nous permettre d'évoluer, d'aller plus loin et d'être plus forts finalement. Alors, autrefois, on disait, pour caractériser un petit peu nos sociétés, qu'il y avait l'esprit de marronage. Et là, vous reprenez ça sous une autre forme en disant qu'il y a de la ruse dans le fonctionnement du cyclisme, mais aussi dans nos sociétés. Et pensez qu'il y a un parallèle à établir? Oui, je pense qu'il y a un parallèle. Vous savez, ce qui est surprenant, surtout quand on arrive ici, enfin, quelqu'un qui vient de l'extérieur, il arrive en disant, mais écoutez, normalement, la règle, c'est ça. On dit, ouais, d'accord, mais c'est pas tout à fait ça. On dit, ne commence pas ça. La règle, c'est par exemple, je m'arrête au feu rouge. Et le gars me dit, ouais, mais c'est pas tout à fait ça. La règle, c'est tant qu'il y a une priorité donc à droite. On dit, oui, mais c'est pas tout à fait ça. Pourquoi? Parce que la règle, chez nous, elle est la règle de la faveur. Je veux dire que dans un système que nous avons connu dans notre société coloniale à l'époque de la colonie et de l'esclavage, la loi était d'abord la loi du maître, la loi du commandeur, la loi de l'arbitraire, et par conséquent, ce qu'on appelle la règle, puis je rappelle quand même que pendant, jusqu'à l'abolition de l'esclavage, alors que le code civil était appliqué en France à partir de 1804, le code noir était toujours appliqué chez nous jusqu'à 1809. Par conséquent, on a bien deux lois différentes selon l'endroit où on se trouve. Donc, par conséquent, il faut effectivement questionner nos sociétés sur leur manière de fonctionner. Mais c'est aussi souvent, d'ailleurs, j'en parle à mes étudiants en master de management. Je leur dis, mais vous savez, le management fait ça pour moi. Le management où c'est mon amour, mais ça fait partie de notre management. Je veux dire qu'il faut aussi qu'on arrête de cracher sur ce que l'on est pour accepter en disant, mais faisons, comment on va faire avancer? Quel est le levier qui va nous permettre d'avancer? Et je pense que le cyclisme est un levier qui permet à notre société de se comprendre, de s'interpeller et d'avancer. Et c'est pour ça que c'est important. J'ai insisté, comme vous l'avez dit, sur l'idée de, en partant de ce biais-là, on va avoir un levier que l'on n'attend pas. Oui. Lors de notre échange, vous m'avez dit votre surprise, effectivement, de trouver cette approche psychologique à partir du sport, parce que justement, on a tendance à différencier la tête et les jambes. Il y a ceux qui pensent et ceux qui font du sport, alors qu'en réalité, le sport est bien un outil pour pouvoir penser et un outil pour pouvoir questionner notre société. Alors, j'insiste un petit peu là-dessus parce que vous avez beaucoup analysé ce qu'on appelle les sociétés créoles, entre guillemets, et vous dites encore la notion de force et de ruse qui sont inhérents à notre culture créole. Oui. Explication un peu. Ah oui, excusez-moi, j'avais un peu oublié votre question et je vous remercie de me la rappeler. En fait, pourquoi? Parce que dans notre société, les personnages phares, nos héros à nous, c'est qu'on paie la paix, qu'on pèse en bas. Oui, oui. C'est-à-dire que comment je vais éviter la contrainte, comment je vais arriver par la débrouille à me faire reconnaître, comment je vais réussir
par la débrouille plutôt que de me soumettre à la règle. Parce que, comme j'ai expliqué, la règle était donc arbitraire, mais la deuxième, c'est que quand vous avez un système extrêmement contraignant, vous êtes obligé d'utiliser de ruses pour y échapper. C'est-à-dire que, première chose, le maître avait l'obligation de nourrir l'esclave, mais en réalité, les esclaves chipaient, chapardaient de la nourriture pour manger, pour survivre. Donc il fallait bien qu'il fasse attention à ce que le maître doit... Et d'ailleurs, je rappelle quand même une chose qu'on a très peu questionnée, je fais partie en tout cas de ceux qui ont questionné. Pourquoi il y a des interdits sur la banane et non pas, par exemple, sur les mangues? Pourquoi? Parce que la banane faisait partie des produits exportés. Autrement dit, banana qui font mal parce qu'il y a exporté, pas parce que banana qui font mal, mais c'est-à-dire qu'il fallait mettre cet interdit pour empêcher l'esclave de se nourrir de bananes pour survivre. Donc, par conséquent, on voit bien que la ruse est inhérente et nous avons transmis ça dans nos quotidiens. C'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'il faut aussi questionner la société par rapport au cyclisme, c'est-à-dire que le cycliste va toujours vous dire: ah ouais, ça pacaille, ça paye. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'idée qu'il ne faut pas se dévoiler, parce que si on se dévoile, on dévoile sa faiblesse. Si on se dévoile, on se donne à l'ennemi. Or, le principe, c'est justement d'éviter de trop se dévoiler pour garder des réserves. Et c'est vrai que le cyclisme est le sport, je dirais, roi par rapport à ça. On ne cyclise pas jamais en forme. Quel que soit le jour, vous le voyez, au savant, soit-il commencer, mais bon, effectivement, parce qu'on ne peut pas dire ça. Donc, mais le cyclisme est aussi l'exemple de fonctionnement de notre société. C'est-à-dire que si on aime autant le cyclisme, c'est parce que notre société est faite sur la ruse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le cyclisme. Notre amour du cyclisme révèle ce que nous sommes. Notre amour du cyclisme révèle cette difficulté à aller franchement dans les relations avec les autres, à toujours hésiter, à tâter le terrain, à observer, à faire croire que on est effectivement dans cette situation. En fait, si je comprends bien, c'est ça que je tire de la lecture de cet ouvrage, c'est que le cyclisme vous sert pour examiner un petit peu notre société dans toutes ses dimensions, y compris, par exemple, vous dites qu'il faut dépasser la crainte de l'individualisme. Parce que vous dites, on parle souvent des pêcheurs, on dit que les pêcheurs sont des gens très individualistes. Alors, est-ce que le cycliste qui est coureur, il est coureur solitaire, mais en même temps, il est dans une équipe, est-ce que cette forme d'individualisme coexiste avec l'envie de gagner? Bien sûr. Alors, vous voyez, dans les photos qui passent derrière moi, il y a une que lui ai apportée par mon ami Dominique Chaumont-Lamode, qui a fait donc les photos, où on voit un monsieur qui a un seul bras, qui est manchot, qui donne de l'eau à Karen. C'est-à-dire que, autrement dit, alors même que c'est quelqu'un qui est censé présenter un handicap, il va aider l'autre à réussir. Autrement dit, pour réussir, on a besoin de tout le monde. Tout seul, on ne peut pas réussir. Et même si vous êtes un leader, et vous savez, le cyclisme apprend l'humilité. On sait bien que dans toutes les équipes, le leader n'est pas celui qui est le plus fort. On voit par exemple l'exemple du Tour de France. On voit bien que celui qui gagne le Tour est le leader, mais tous ses coéquipiers sont capables de remporter plusieurs étapes, voire de le mener à la victoire. Le leader, c'est celui qui est capable de créer une cohésion, de créer une émulation, de créer une image et une envie de travailler ensemble. Autrement dit, ça change l'idée. Le leader, c'est d'abord celui qui va nous permettre d'avancer et pas celui qui va mettre la pression sur les autres. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser dans notre société, on est très individualiste, on ne peut pas réussir seul. Il y a des gens qui vont vouloir vous aider, il y a des gens qui vont vouloir vous aider, mais il faut accepter que l'on vous aide. Oui. Ça va, effectivement, ça va. Comme vous le savez, j'ai défendu cette notion du fun chou qui est discutée peut-être. Enfin, l'idée, c'est qu'on est quand même dans l'idée. C'est-à-dire que pour nous arrêter fun chou en nous, il faut nous en vivre faire ensemble. Et le cyclisme, c'est ça. C'est vraiment le modèle. On ne peut pas réussir si on ne le fait pas ensemble. D'ailleurs, vous le dites, la solidarité vue à travers le cyclisme, de l'entraide au vouloir vivre ensemble. C'est évident. Mais oui, bien sûr. Parce que c'est ça, c'est-à-dire que, si vous voulez, l'exemple du cyclisme permet de repenser la société. C'est-à-dire que si on est capable de courir ensemble pour gagner pour notre équipe, on est capable de se mettre ensemble pour gagner pour notre pays. C'est-à-dire que pour moi, si vous voulez, le pays Guadeloupe est à l'instar, est à l'image d'un club cycliste. Comme on gagne en cyclisme, et plus encore au football,
comme on peut gagner aussi en économie, en politique et en pays. C'est-à-dire que quand on dit qu'on a du mal à faire ce pays Guadeloupe, on a du mal à le faire parce qu'effectivement, nous avons peur des autres. C'est pas parce qu'on n'est pas capable d'eux. On a peur de l'autre parce qu'on se dit, mais si on a ces forces-là, est-ce qu'il y a qui est en force-là? Ou si on voulait réussir, est-ce qu'il y a qui est des moyens? Donc, on est effectivement dans cette méfiance et dans cette peur. Et j'explique qu'effectivement, à l'instar du club cycliste qui gagne, on peut gagner. Et puis, ce que je dis aussi, quand même, vous savez, nous sommes solidaires, on l'a vu dans le cyclisme et dans notre société, à l'extérieur. Mettez des coureurs guadeloupéens autour de la Guadeloupe, tous les jours, je ne comprends rien à l'autre. Par contre, vous mettez les mêmes coureurs en Guyane ou en Martinique, mais les gars sont brillants. Autrement dit, ils ne sont pas plus forts en Martinique qu'en Guadeloupe. Simplement, la rivalité s'atténue en Martinique parce que l'ennemi est à l'extérieur. Et c'est aussi cette difficulté que nous avons, c'est que quand il n'y a pas d'ennemi, on va le créer. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'on ne peut pas vivre sans opposition, sans conflit et sans contrainte. Donc, par conséquent, il faut qu'on crée l'ennemi. Alors, il y a des éléments que j'aimerais bien que vous expliquiez ça un peu pour nos téléspectateurs. De manière, je les invite à lire cet ouvrage. Et je vous disais, et je pense même que les présidents du club, le cyclisme, les entraîneurs, il faut lire livre là ça. La culture du mensonge pour ne pas se remettre en question. Le plus grand mensonge consiste à se mentir à soi-même. Or, nous avons le sentiment que dans le cyclisme, il y a vraiment une formidable et presque une étape nécessaire pour ne pas dire une culture du mensonge. Et oui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'on est en forme? Ah, on n'est pas en forme. C'est ça, pas en forme. En BP, je l'en fait rien. C'est ça. Et puis on le voit qui gagne. On le voit qui gagne. OK, parce que... Alors, mais quelque part... Alors, vous savez, on peut analyser ça de manière négative ou positive. Et c'est vrai que ma conception, c'est toujours qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui peut avancer. C'est-à-dire que comme on sait que notre adversaire potentiel va uruser, va nous faire croire qu'il n'est pas en forme, mais en réalité va se battre contre nous et va même nous gagner, ça veut dire que dans toute relation sociale, et surtout dans une relation économique et de travail, il faut toujours garder un peu sous la pédale. C'est-à-dire, gardons toujours un peu, ne consommons pas tout d'un coup. Gardons, comme on dit, une poire pour la soif. Et par conséquent, c'est extrêmement important de prendre le cyclisme comme étant le modèle social. C'est-à-dire qu'on ne doit jamais jeter toutes ses forces dans la bataille. Il faut les économiser. Mais dans une entreprise aussi, vous devez aussi économiser. En fait. On ne peut pas tout gaspiller d'un coup. Il faut faire des économies, faire des investissements. Eh bien, l'économie, je dirais de manière générale, peut-être penser, comme le cyclisme, la nécessité de faire croire que, mais toujours garder une poire pour la soif, toujours garder des réserves pour réussir. Et dans l'économie aussi, on est dans un jeu de dupes, car c'est bien connu que les entreprises, généralement, vous disent, mais écoutez, non, mais ça ne marche pas, je suis au bord de la faillite, je vais fermer. Un peu comme nos cyclistes vous disent qu'ils sont en train de défaillir et qui vous sprint à 500 mètres de la ligne d'arrivée. Il y a une connexion que vous ne faites pas, mais enfin qui existe dans le cyclisme et dans notre société, c'est les pratiques magico-religieuses. Vous savez très bien que nos politiques, souvent, il y a eu mentimentaire, enfin, avant chaque élection, on le voit un petit peu moins visible, mais ça se fait toujours. Ça se fait toujours, qui a fait en bas-feuille. Et donc, vous dites que le magico-religieux comme cause de la contre-performance. Oui. Oui, pourquoi? Alors, pour deux raisons. La première, effectivement, vous avez tout à fait raison, le magico-religieux est toujours présent. Pourquoi? Nous avons une société, en tout cas pour moi ça ne me pose aucun problème, ce qu'on appelle une société syncrétique. C'est-à-dire qu'à 4h du matin, nous regardons nos affaires, à 6h, nous gagnons la messe, et à 7h, nous gagnons le travail. Le syncrétisme. Voilà. Oui, voilà. Donc ça pose. Mais je veux dire, mais moi, ça ne me pose pas de problème. Parce qu'en réalité, l'être humain est comme ça. C'est pas nos sociétés à nous. L'être humain a besoin de croire dans quelque chose de totalement imaginaire, totalement irréel, totalement magique, et il a besoin de construire aussi sa vie. Donc par conséquent, dans le magico-religieux existe dans le cyclisme comme dans toute société. Tous les procès, il y a des crapauds devant les tribunaux, donc, pour là aussi. Voilà, pour là aussi. Ok. Donc sur laquelle, et puis d'ailleurs, on remarquera dans tous les parcours cyclistes, y compris pendant le tour, c'est pour ça qu'il y a des nettoyeurs avant. Chaque monde va mettre. Absolument. À donc 4 chemins pour courir à gagner ou l'autre. Donc on l'appelle. Donc par conséquent, ça fait partie des pratiques magico-religieuses, au sens où dans notre société,
on a ce syncrétisme, comme je l'ai indiqué, mais elle existe aussi dans le sport. Pourquoi? Et elle donne même l'illusion qu'on peut gagner. Parce que, vous savez, il y a un véritable effet placebo. C'est-à-dire que si on dit qu'elle ou monté, ou bien monté, ou qu'elle gagné, alors même que vous n'avez rien. Mais le fait d'y croire, parce qu'on peut oublier quand même le poids du mental et du psychisme. Et on l'a vu d'ailleurs dans le cadre du faux dopage, je parle du dopage, mais du faux dopage, où on donnait à des gens de la ventoline en leur faisant croire alors qu'en réalité c'était juste de l'air, et ces gens-là avaient des résultats multipliés par 4-5 parce qu'ils croyaient qu'ils avaient effectivement quelque chose qui les développait. Donc par conséquent, le magico-religieux a cette fonction. Il y a chez nous au moins deux fonctions. Première fonction, c'est de rendre l'homme plus fort, d'en faire une sorte de héros. Deuxième fonction, c'est de se protéger contre la malveillance des autres. Tout à fait. Et on peut rajouter encore une troisième fonction, qui est celle de justement de nous poser des limites. Oui. Les seules limites que nous acceptons, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui transgressent la loi, mais si nous mettons ceci de Vambotayo, nous obéissons. Mais non, mais ça, et puis ben, là, c'est que on nous a foutu un coup de ceci. Mais comme on a des fois, on va prendre l'eau bénie. Et l'eau bénie, on l'a sorti à l'église. Bien sûr. C'est montre un petit peu la convergence. Alors, une dernière chose quand même intéressante sur le bouquin. Alors, le sport comme renforcement du sentiment identité. Alors, pourquoi je pose la question? Parce que autrefois, il y avait souvent une équipe de la Guadeloupe dans le Tour. Et de moins en moins, maintenant, ce sont des équipes de clubs. Les équipes de la Guadeloupe se retrouvent à l'extérieur. Alors, est-ce que c'était pour effacer le sentiment identitaire guadeloupéen, comme il y a une sélection de foot de Guadeloupe ou de basket, ou qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là? Alors, de ce côté-là, je ne connais pas, je dirais, la philosophie des présidents Théobald et Moueza, donc, comment dire, auparavant. Mais enfin, ce que je peux dire, et je voulais faire un clin d'œil à l'époque de l'ancien président, comment ça, oh là là, son nom m'échappe. Enfin, en tout cas, c'était un ancien président policier. Je pense que ce sont des stratégies. Et je dois préciser d'ailleurs que ce que je dis dans ce bouquin, quand on écoute l'interview de Jean-Charles Théobald, pas de Jean-Charles Théobald, de Frédéric Théobald sur Canal 10, que vous avez fait il y a quelque temps, mais vous ne rappelez peut-être pas, on retrouve cette idée, c'est-à-dire cette idée de croix. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a plus d'équipe guadeloupéenne parce qu'on a du mal à créer cette cohésion. Oui, parce que les clubs veulent défendre les clubs veulent défendre leur précaré. Mais alors, c'est un peu dommage, mais c'est aussi quoi? Ça veut dire que quelque part, la Guadeloupe n'est forte ensemble qu'à l'extérieur. Oui, oui. Et parfois un petit pays. Et oui, et c'est ça. Contrairement à la Martinique. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une éducation différente. En Martinique, tout ce qui est martiniquais doit être mis au premier plan. Oui, en Guadeloupe, nous avons une espèce d'hésitation, mais c'est aussi ce qui nous fait progresser davantage, au sens où justement on est toujours dans la nécessité de s'affirmer. Et quand on est sur son compte à soi, dès que c'est chez nous, c'est génial, on n'avance pas. Et c'est vrai que de ce côté-là, c'est aussi l'effet stimulant, j'ai envie de dire, de ne pas avoir d'équipe nationale, c'est d'obliger les coureurs à aller plus loin, à puiser dans leurs ressources pour essayer d'avancer. Mais c'est vrai que ça diminue le sentiment ou l'impression de sentiment national. C'est-à-dire que nous sommes forts, mais ailleurs. Ensemble, ailleurs et individuellement ici. Alors, une dernière chose, je voulais voir avec vous quand même. Alors, vous avez remarqué qu'au niveau du football, on puise beaucoup, du basket aussi d'ailleurs, de l'athlétisme, de nos champions qui vont à l'extérieur s'exprimer, etc. Au niveau du cyclisme, c'est plus rare. Il y a eu tentative de Merlot. Merlot avait gagné un championnat de France il y a quelques années. Il y a eu plus récemment, pas Claire Van, comment s'appelle notre champion national actuellement, qui était parti en Suisse, qui a fait celui qui a gagné le Tour de la Guadeloupe, rappelez-moi son nom. Boris Carène. Carène, qui a fait une tentative aussi. Pourquoi les cyclistes guadeloupéens ne s'exportent pas, entre guillemets, point d'interrogation? Alors, pour plusieurs raisons. La première, je crois qu'il faut, à mon sens, une volonté à la fois des sportifs et de l'encadrement. Je rappelle quand même que dans le cyclisme, Moulia a fait le Tour de l'Avenir. Le Tour de l'Avenir, c'est quand même c'est pas suffisamment. Le tour qui prépare au championnat du monde. D'accord? Donc, par conséquent, un Guadeloupéen a été sous l'élite. D'accord, grâce à l'aide, en tout cas, sous les mules, excusez-moi, sous la férule, on l'a vu arriver, de Pierre-André.
De même qu'Antoine Chérubin a fait aussi des champions. Oui, c'est-à-dire que, champions. Autrement dit, génétiquement, on n'est pas différent à l'époque de Molière que maintenant. Sauf qu'il faut qu'il y ait cette exigence de notre part, c'est-à-dire qu'il faut que les parents participent. Et c'est vrai que c'est un peu la difficulté que nous avons, puisque je m'occupe également de sportifs, c'est la première chose, c'est que les parents ont du mal à investir dans ce temps-là pour leurs enfants. Vous savez, si vos parents n'investissent pas dans votre activité sportive, vous aurez du mal à l'investir. Deuxième chose, c'est que les entraîneurs doivent être davantage exigeants. Alors, c'est vrai que je sais bien qu'aujourd'hui, exiger, c'est le combattre, parce que tout bitin quand on bat des yeux, le parler bas, on bat des yeux, tout bitin quand on bat des yeux. Ben justement, je crois qu'il faut être exigeant. Et on ne peut rien gagner, on peut réussir sans être exigeant. Et je crois qu'il faut qu'on soit plus exigeant dans le sport, et pas seulement. Et j'ai bien pris l'exemple du cyclisme parce qu'il n'y a pas cette exigence comme au foot. Et puis il n'y a pas aussi cette coopération. Rappelez-vous quand même, dans le football, les U13, les U15, etc., il y a des gens qui viennent rechercher des jeunes et qui vont les faire venir ailleurs. Dans le cyclisme, je ne sais pas pourquoi. Et je l'expliquais justement dans mon ouvrage, c'est que dès que vous avez gagné une course, on vous donne un petit travail. Absolument. Par conséquent, vous êtes dans un poste où vous travaillez peut-être un jour par semaine, où le reste du temps vous faites du vélo, mais pas forcément. Donc, c'est-à-dire qu'il y a effectivement cette espèce de situation trop facile et trop aisée qui fait qu'il n'y a d'une part pas seulement d'exigence de la part, me semble-t-il, des dirigeants, pas seulement d'exigence de la part des parents qui ne poussent pas leurs enfants à aller plus loin, et il y a aussi cette facilité qu'on offre aux sportifs, et c'est vrai que nous sommes tous pareils. Si on nous facilite la vie, pourquoi est-ce qu'on va prendre le temps de faire des efforts? Mais ça veut dire aussi à travers le cyclisme que la Guadeloupe est en train justement de devenir de cette situation de dépendance et d'insuffisance, je dirais, d'exigence, parce que justement tout est tellement facile qu'on finit par s'endormir sur nos lauriers. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait cet ouvrage, pour dire que la Guadeloupe doit se questionner, doit se réveiller, comme notre cyclisme doit se réveiller pour faire de nous des champions, comme ça a été le cas pour Molia et comme c'est le cas, bien sûr, pour nos footballeurs qui brillent au niveau international. En tout cas, Éwal Lucier, merci d'être venu nous expliquer tout ça. Je rappelle donc le titre de l'ouvrage, Cyclisme, miroir et espoir des sociétés aux Antilles en Guyane. Un livre à Néo, il va même coûter cher, 17,50 €. Et il est très facilement accessible à tout le monde. Et je pense que dans le milieu du cyclisme, les cyclistes qui regardent nous, achetez et gardez et lisez. Bon, merci en tout cas, Éwal, d'être venu nous dire. Merci de votre invitation, c'est un plaisir. On fait une deuxième pause et on se retrouve tout à l'heure avec notre prochain invité. Notre prochain invité, il est déjà là. Il s'agit de Jean-Michel Martial, effectivement, qui est gérant de l'entreprise Arouba Consulting. On parle avec lui du management tout de suite. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin du ZTL News. On va recevoir dans un instant M. Martial. Bonjour. Bonjour, M. Zandronis. Il a lancé une annuaire digitale, une plateforme pour les entreprises. On va en parler dans un instant. Pour l'heure, on va rapidement parler de cette conférence de presse du tournoi de l'IPF. Là, on va parler de tennis. Et c'est Maxime Morel qui s'en est occupé. On le revoit. Nous aurons un tableau de 32 joueuses avec 14 nationalités différentes. Et nous aurons un tableau de double avec 16 équipes. Nous attendons à peu près le même niveau de compétition que les précédentes éditions. Et nous aurons encore cette année 3 joueuses guadeloupéennes invitées par le tournoi et invitées par la direction des sports de la ville de Petit-Bout et par le club de tennis. Donc nous aurons Neanda Tomias, qui est une jeune Guadeloupéenne, vraiment un espoir du tennis français. Nous aurons 2 autres jeunes Guadeloupéennes qui vont l'accompagner dans le tableau. Lorsqu'une collectivité, plusieurs collectivités, conseil départemental, conseil régional, la CNBT et la ville de Petit-Bourg s'unissent pour faire un tournoi en Guadeloupe, offrir du spectacle aux Guadeloupéens, c'est également important de permettre aux jeunes Guadeloupéennes de s'exprimer sur ce genre de tournoi. Elles n'ont pas forcément le classement pour y prétendre ailleurs, mais quand on est à domicile, il faut leur permettre de viser le haut niveau et de le côtoyer. Ce tournoi représente beaucoup de choses. Déjà sur le plan sportif, c'est un tournoi qui commence à prendre de l'ampleur, puisqu'il est labellisé France Race, permet effectivement aux joueuses de se qualifier pour le tournoi Roland-Garros.
Mais c'est un tournoi où quand même cette année nous allons recevoir 14 nationalités différentes. Le tableau final est plein, le tableau des qualifications est presque plein également. Donc c'est dire effectivement l'importance sur le plan sportif de ce tournoi. Nous espérons effectivement que le temps sera beau et permettra effectivement au match de se dérouler, des matchs qui commencent dès dimanche. On aura 2 journées de qualification, une qui commence dimanche et une lundi. Et voilà, pour le moment, le tableau des qualifications n'est pas encore tout à fait plein. Donc nous attendons du monde. Les joueuses peuvent arriver. Elles arrivent déjà d'ailleurs. Et grâce à notre partenaire Kia, nous avons de quoi les véhiculer, les installer sur le territoire. Voilà. Alors, on va parler de cette plateforme www.971tpeconnect.com. Bonjour, monsieur Martial. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que cette plateforme digitale? En fait, c'est un annuaire. Voilà, c'est un annuaire qui permettra de référencer les entreprises de Guadeloupe. Alors, je dis particulièrement les petites, puisque j'ai pu constater... Les TPE d'abord? Les TPE d'abord, voilà, parce que, bon, effectivement, les grandes entreprises ont plus de moyens financiers pour pouvoir gérer leur communication, tandis que les petites rencontrent d'autres difficultés. Alors, il y a sans doute en train de nous regarder un responsable d'une TPE, d'une petite entreprise. Qu'est-ce que vous lui proposez concrètement? Alors, je lui propose déjà un référencement. Pourquoi? Parce que... Il faut lui expliquer ce que c'est que le référencement. Voilà. On va rentrer parce qu'on a dit référencement quand il est son bateau. D'accord, on va parler des détails. On va rentrer un petit peu dans le technique. Oui. Aujourd'hui, effectivement, le moteur de recherche Google, c'est celui que la majeure partie des personnes connaissent. Hein. Quand on recherche une entreprise guadeloupéenne sur Google, il y a ma grande surprise. Si on tape Masson Guadeloupe, qu'est-ce qui remonte en première page? Ce sont des plateformes nationales. D'accord. Ce sont d'autres sites qu'on ne connaît pas en réalité. Et on sait que généralement, les personnes ne vont pas regarder sur les deuxièmes pages. Donc, le challenge, c'était de créer une plateforme de manière à référencer ces entreprises. Alors, quand on parle de référencement, c'est-à-dire qu'on va les mettre en ligne, on va travailler sur des mots-clés spécifiques qui permettront qu'au moment où l'internaute va taper une requête, alors c'est le mot qui va être utilisé, qui sera en relation avec l'activité. Quelqu'un qui fait des bookits. Quelqu'un qui fait des bookits, on tape bookit. Voilà, et on verra, voilà. En fait, si les plateformes de bookit sont positionnées sur la plateforme, on va travailler suffisamment le contenu pour qu'au moment où on va taper bookit, on apparaisse dans les premières pages de Google. En tout cas, l'objectif, c'est d'apparaître avec l'annuaire dans les premières pages de Google. Alors, ça, c'est le premier... ça, c'est un objectif. Maintenant, donc ça, c'est pour avoir de la visibilité. C'est pour avoir de la visibilité apportée. Voilà, pour qu'on puisse trouver beaucoup plus facilement l'entreprise. Puisqu'on sait que le net est vaste, très très vaste. Il y a beaucoup d'informations. L'avantage de la plateforme, le 97 TPE Connect, c'est que vous cherchez une entreprise, vous avez un script de recherche, vous tapez justement Bookit ou Masson. Si vous voulez préciser la ville dans laquelle vous cherchez votre service, ça remonte automatiquement les entreprises qui se sont positionnées sur l'annuaire. Alors, comment un entrepreneur qui vous entend aujourd'hui, qu'est-ce qu'il devrait faire? Pas grand-chose, je dirais. Prendre contact avec nous, puisqu'il y a une chose que j'ai très bien compris, très rapidement compris, je dirais, c'est que l'entrepreneur est généralement axé sur son activité. Il n'a pas le temps de s'occuper de la communication ou de mettre du contenu. De toutes les façons, on le voit, puisqu'il y a énormément de pages Facebook qui existent, de sites Internet, et elles ne sont pas alimentées, il n'y a pas de contenu, donc forcément, ils ne peuvent pas se positionner. La démarche, c'est de remplir un formulaire qui se trouve justement sur le 97 TPE Connect, notre premier contact. À partir de cela, nous vérifions un petit peu les informations de l'entreprise parce que nous tenons à ce que ce soit des entreprises qui soient inscrites à la chambre de commerce, tout à fait. Et ensuite, nous leur transmettons un deuxième formulaire pour nous donner le contenu à mettre sur la plateforme. Moi, je me charge d'optimiser en termes de contenu, c'est-à-dire les informations qui sont mises en ligne, en termes d'images, c'est-à-dire adresse, numéro de téléphone, géolocalisation, logo, voilà, tout ce que la personne veut mettre en ligne, je m'en occupe personnellement, d'accord. Et ensuite, dès que c'est fait, je lui transmets un lien pour lui dire, voilà, votre activité est en ligne et peut être vue sur tous nos réseaux, en fait. Alors, beaucoup de chefs d'entreprise utilisent aujourd'hui Facebook ou Instagram. Oui. Quelle différence entre cet annuaire des entreprises en Guadeloupe et Facebook et Instagram? Ça peut être un complément. Oui. D'accord, parce que Facebook, il faut créer une communauté. Vos communautés doivent vous suivre. Instagram, c'est un petit peu la même chose. Créer une communauté, ce n'est pas quelque chose d'évident. Il faut être en permanence, en continu, en train de diffuser et pouvoir faire éventuellement même de la publicité pour amener des personnes et créer votre communauté qui vous suivent. L'annuaire... nous voulons le positionner comme annuaire de référence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous cherchez quelque chose en Guadeloupe,
vous le trouvez. N'empêche que ça peut être un complément aussi pour l'entreprise, dans la mesure où, soit si l'entreprise possède une page Facebook, un site internet ou éventuellement un Insta, les liens sont mis sur l'annuaire, ce qui permet à la fois d'apporter une visibilité à l'entreprise, mais de le positionner de meilleure façon dans les moteurs de recherche. Puisque Google, lui, ce qu'il apprécie, ce sont les gens qui ont beaucoup de visibilité. Plus vous êtes visible, mieux on vous positionne. Donc le robot passe automatiquement. Voilà. En fait, je me suis basé sur la mutualisation des forces pour pouvoir mieux référencer les entreprises guadeloupéennes sur les moteurs. Alors, l'autre chose, c'est que, est-ce qu'à terme, cet annuaire, je pose la question quand même, on va venir un petit Google guadeloupéen? Peut-être pas, je ne dirais pas un Google guadeloupéen, mais une référence. J'exagère, mais enfin, je veux dire un moteur de recherche qui permettrait de retrouver les entreprises guadeloupéennes qui sont enfouies quelquefois sur le net. Tout à fait, ben, l'objectif étant là, c'est-à-dire que vous avez votre entreprise, vous êtes dans un quartier quelque part, on ne vous connaît pas forcément, vous n'avez pas de panneaux suffisamment visibles, mais en étant dans la lumière, ça permet aux personnes d'une part de trouver l'entreprise et de créer vraiment l'économie de proximité. Puisque je dirais que c'est quelque chose que je défends aussi. Nous devons peut-être créer l'économie de proximité. Ça crée l'attractivité d'une ville. Oui. Donc du fait que l'annuaire aussi soit segmenté par ville, ça permet de savoir ce qui se passe dans son environnement. Déjà ça, donc avoir une économie autour de chez soi, savoir ce qui se passe en réalité. Et j'ai aussi couplé, c'est un plus, j'ai aussi couplé l'annuaire à des réseaux sociaux. C'est-à-dire que chaque ville a son groupe Facebook. Oui. Donc ça permet aussi à l'entreprise de diffuser directement dans un groupe associé à sa ville, ce qui permet de créer une communauté autour de la ville. Et puis il faut, pour les gens qui nous regardent, il faut savoir aussi que l'annuaire est bien référencé sur Google. Alors aujourd'hui, c'est vrai, c'est un challenge. Je suis assez satisfait d'avoir réussi cela en si peu de temps. Quand on tape, en tout cas sur les mots-clés, je me suis positionné sur le mot-clé annuaire entreprise Guadeloupe. J'arrive dans les premières pages, dans la première page de Google. La première page, première page. Ouais. Alors l'autre chose, c'est @consulting. Alors, explication sur le nom de l'entreprise. Alors, @consulting, c'est l'entreprise en elle-même. 97.1 TPE Connect, c'est la plateforme, c'est l'annuaire. Voilà. Et @consulting, c'est mon entreprise. C'est l'agence. Voilà, de marketing digital. Voilà. Donc, je suis en mesure de faire tout ce qui est graphisme, montage vidéo, création de sites internet, community management aussi. Voilà. Donc, et ça fonctionne, comment ça fonctionne? Je dis parce que bon, je sais bien que le numérique c'est attractif, mais quelquefois le modèle économique, il faut le trouver aussi. Alors le modèle économique est basé sur un abonnement de 19 €. Alors c'est vrai que beaucoup de personnes m'ont dit que c'est presque pas cher pour le service que j'apporte. C'est pas cher du tout pour le service que j'apporte. Mais le but étant de permettre à toutes ces petites entreprises qui ont du mal un petit peu à se faire voir, leur permettre de trouver un service, je dirais, avec un coût maîtrisé. C'est-à-dire que quand on a un abonnement de 19 €, on sait qu'on a 19 € à payer, tout purement et simplement. Et le net s'est énormément développé, c'est vrai. Et je répéterai, je dirais même qu'il y a des entreprises qui ont du mal à se positionner. Créer cette mutualisation permet évidemment de diminuer les coûts, forcément. Et le fait d'être ensemble, ça attirera aussi certainement beaucoup plus d'internautes sur la plateforme et qui leur permettra à la fois d'avoir une meilleure visibilité. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire, M. Martial, au TPE par rapport au numérique, par rapport à ce qu'on appelle le digital? Parce que les gens disent, ah ouais, mais on ne peut pas repousser vite à ça, etc. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui? Alors, ce que j'ai envie de leur dire aujourd'hui, c'est que ça vient d'un proverbe, en fait, qui dit « On ne peut pas arrêter un projet dont le moment est venu ». D'accord. Nous sommes dans le digital, ça fait, je dirais que je suis dans le digital et j'en ai commencé à exercer dans ce secteur-là depuis plus de 20 ans en créant un cybercafé. Je me souviens. Ouais, ça date de certains temps. Et on me disait souvent que j'étais trop en avance par rapport à cela. Aujourd'hui, l'heure à laquelle nous sommes prouve que j'étais certainement en avance, mais que nous allions arriver au digital. Nous n'avons pas le choix. Alors tout à l'heure, je regardais un prospectus et je regardais qui était noté en bas, ne pas déposer sur la voie. Sur la voie publique. Voilà. Oui. Vous avez une visibilité avec un prospectus temporaire. Sur une plateforme, vous avez une visibilité permanente. Tout à fait. On sait que vous existez. Quand on vous cherche, on vous trouve. Ça, c'est très important. Donc ça va déjà réduire des coûts sur certaines choses. Et puis, petit à petit, on va vous proposer des services complémentaires puisque ça ne va pas s'arrêter juste à cette visibilité. Il y a d'autres choses qui
existent dans le marketing qui ne sont pas encore mises en application, mais que nous serons en mesure de vous proposer pour améliorer votre présence numérique. Donc, l'annuaire va encore... Nous tâcherons de faire avancer, évoluer l'annuaire. Il y a le premier projet qui sera de la page YouTube qui sera associée à l'annuaire, puisque là, en termes de visibilité, on a besoin qu'un entrepreneur se présente, qu'il présente son entreprise. On a une page YouTube qui va arriver aussi là-dessus. Donc, il y a des petites choses qui sont en cours. Et surtout que notre but, c'est vraiment de vous accompagner. Ce n'est pas seulement de vous dire, voilà, il y a un produit, mais vraiment de vous accompagner, de vous apporter les conseils nécessaires pour pérenniser votre entreprise. Donc, tous les gens qui nous regardent en ce moment, ils peuvent faire www.97.1, la Guadeloupe, TPA, Connect. Et sur la première page, donc vous avez inscrivez-vous, c'est un formulaire, vous vous inscrivez, nous vous recontactons tout de suite après, dans les 48 heures, et nous commençons à travailler à vos côtés. Je vous remercie d'être venu, et je rappelle aux gens qui nous regardent que tout ce qu'on vient de dire depuis ce matin, depuis ce midi, c'est visible sur le Facebook bien sûr, le Canal 10, c'est aussi le Facebook du ZCL.tv, et de toute manière, tout est rediffusable, modifiable, visible, et ce que Jean-Michel Martial vient de dire, si vous raté début là, vous n'avez qu'à faire comme ça sur Facebook. Voilà. Et peut-être même bientôt, qui sait aussi si Canal 10 même bien les agneaux là. Pourquoi pas, partenaire de l'annuaire, ça peut arriver. Tout à fait, bien sûr. En tout cas, le ZCL le saura, ça je peux le dire officiellement. Merci. On va s'organiser pour ça. Et comme ça, ce soit une mutualisation, parce que c'est aussi le but. Tout à fait. Ouais. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons mutualiser nos forces. Nous devons se retrouver ensemble pour faire des choses ensemble. Nous avons des compétences, pourquoi pas? Et c'est nécessaire. C'est nécessaire, oui. C'est ensemble, nous plus forts. Ensemble, nous plus forts. Merci, monsieur Dandonis, de m'avoir reçu. Pas de problème. Et merci à tous les téléspectateurs. Pratiquement 13h55, c'est la fin du ZCL News d'aujourd'hui. Je rappelle qu'en début d'émission, on a reçu Erol Nuissier, le psychologue clinicien, pour son ouvrage de cyclisme, Mémoire et Espoir des sociétés aux Antilles-Guyane. On a reçu ensuite Jean-Michel Lesdel dans la chronique de Marilène Ferdi. Jean-Michel Lesdel, c'est un grand pianiste guadeloupéen qui, justement, qui organise, il est professeur et directeur d'une école de musique. Il a parlé beaucoup de musique avec Marilène. On vient de recevoir Jean-Michel Martial, gérant d'entreprise @consulting, que je vous conseille de regarder. Et puis, dans l'actualité, on est allé faire un petit tour au niveau de la bilan de la visite du président des CECAS de France, qui était ici jusqu'à hier. Et c'est Olivier Félix qui s'est rendu à Basse-Terre. On est allé ensuite avec Charlie Dagonia à la signature de la convention entre la SEM patrimoniale et le PF aux Abîmes, tout près d'ici. Et puis on a terminé avec la conférence de presse IT. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bon week-end à vous tous. Attention sur les routes. Et puis on se retrouve lundi midi, pour une nouvelle session. La réalisation était assurée par notre ami Yann, avec son assistante qui est là avec nous, Anne-Joanna, qu'on remercie. Bon week-end à tous, et Jean-Michel. Merci, Tony. Bon week-end à tous. Ok, c'est parti.